La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans B2B en partenariat avec la GFI et son rédacteur en chef Frédéric Lelièvre. Bonjour. Bonjour Vincent Madi, nous recevons aujourd'hui un hyperactif de l'hôtellerie et de la restauration. Il dirige depuis plus de 20 ans le groupe Manotel, soit 6 hôtels à Genève. Il exploite aussi avec un associé un des 14 5 étoiles de la ville, l'hôtel Les Armures en vieille ville. Alors, nous ne serons pas complets, mais ajoutons qu'il préside aussi la cave de Genève, qui travaille pour près de 30 vignerons. Paul Muller, 60 vignerons, voilà, très bien. Plus de 60 Encore familles. plus Oui. que ce qu'on dit. Famille, oui. Paul Muller, bienvenue dans B2B. Merci à vous. Merci d'être avec nous. Avant de nous intéresser plus en détail aujourd'hui au groupe Manotel particulièrement, portrait. Paul Muller, vous êtes dans l'hôtellerie depuis 40 ans maintenant, et pourtant, Ça commence mal l'interview. à 40 ans, les chiffres sont pas justes. Si, oui, malheureusement, je dirais d'un côté oui, et puis de l'autre côté c'est magnifique, oui. Votre rêve d'enfant, être chirurgien, alors qu'est-ce qui vous a poussé à... Vous avez trouvé ça où, vous? On est bien informés, hein. Bravo. Oui, non, c'était pas un rêve, c'était un... Oui, c'était quelque chose, un objectif idéal. Je trouvais la profession idéale, sauver des vies, je trouvais ça magnifique et tout. Bon, voilà. Et puis, l'évolution, puis les études ont fait qu'à un moment donné, je me suis dit qu'il était probablement plus raisonnable de revoir la jauge un petit peu à la baisse. Qu'est-ce qui vous a poussé à rentrer à l'école hôtelière de Lausanne ? Ah, clairement, parce que c'était la meilleure, en tout cas en Europe, voire au monde. Et puis, je trouvais aussi cette profession, contrairement à ce que mon père me disait, qu'il fallait absolument pas faire d'hôtellerie. Alors, il y avait peut-être aussi un peu de réaction quand on est Pourquoi jeune. donc À l'époque, c'était quand même mal vu. On mélangeait un peu tout. L'hôtellerie, c'était un métier un peu... un parallèle, on va dire, où tout n'était pas forcément bien interprété par l'image populaire. Dans l'image populaire. Enfin bref, en tout cas, moi je trouvais ça superbe de pouvoir délivrer une prestation qui aussi quelque part contribue, apporte du plaisir et du bonheur à l'autre. Et puis l'image habituelle, voyager, voilà. Moi, j'avais pas de limite géographique à l'époque. Et donc voilà. Vous parlez d'une image qui avait lieu à l'époque. Oui. Est-ce qu'elle a changé, cette image, aujourd'hui ? Oui, naturellement. Oui, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, voyager, c'était pas donné à tout le monde. Mon premier voyage en avion, je l'ai fait à 21 ans pour aller au Canada travailler. Et je l'ai payé. Donc le billet de mémoire, mais c'était en francs français, mais c'était 3500, c'était une fortune. On ne voyageait pas pour 200 francs, ça n'existait pas. Donc, c'était quelque chose qui faisait domaine de l'exclusif et du rare. Donc, aujourd'hui, c'est nettement plus facile. Donc, le monde s'est ouvert à tout le monde. Pas uniquement un peu aux nantis. Non, presque n'importe qui peut voyager à coût modique. Et ça a changé beaucoup de choses. Et puis, du coup, l'hôtellerie est devenue un besoin à un moment donné. Aujourd'hui, ça a aussi évolué, cette image. On cherche autre chose que le besoin. On y reviendra probablement dans la discussion. Et voilà, c'est juste que les choses évoluent, la mobilité a évolué grandement, et du coup, l'hôtellerie avec. Les valeurs fondamentales dans le secteur, si vous pouvez en citer une, essentielle. C'est savoir accueillir les autres, être ouvert. Il faut aimer les autres, sinon il ne faut pas faire ce métier. Faire autre chose. Ou alors être un sleeping partner, mais pas sur le terrain. Vous avez évoqué le Canada et dans votre carrière, vous avez travaillé dans beaucoup de pays, donc le Canada, la France, aussi les Bahamas, et bien sûr aussi la Suisse. Qu'est-ce qui finalement vous a complètement ancré en Suisse, parce que c'est là que vous avez passé l'essentiel ou la plus grande partie de votre carrière ? Oui, alors c'est les hasards de la vie ou les opportunités. En fait, oui, j'ai travaillé dans les pays que vous avez cités, en Belgique aussi. Oui. C'était une expérience très intéressante.
la première après mon diplôme, très, très bien. Mais ce qui a fait, c'est qu'en fait, alors que j'étais en France et sur la Côte d'Azur, je dirigeais un groupe qui avait connu des grandes difficultés, mais qui avait été repris par un fonds d'investissement nord-américain bien connu, qui s'appelle Colony Capital, qui est devenu ensuite un des plus gros actionnaires du groupe Accor. Et donc, quelque part, tout allait bien. Et puis, j'ai été démarché pour reprendre un groupe sur la direction générale d'un groupe à Genève qui voulait se rénover, se repositionner. Et donc, je suis venu voir, parce que c'est la moindre des choses, si on vous propose quelque chose, il faut venir, il faut écouter, et puis après, on s'entend, on ne s'entend pas. Et puis, j'avoue que j'avais été séduit par le fait que les actionnaires et moi, on partageait vraiment les mêmes idées. Donc, on est en 2000, sur l'hôtellerie et comment elle devait évoluer. Donc, création de boutiques hôtels, le fait que pour Genève, ce qui était du tourisme de loisirs à l'époque, dans les années 90, c'était beaucoup de groupes japonais, par exemple, principalement. Et puis basculer sur une clientèle d'affaires individuelle avec évidemment des revenus plus élevés, etc. Donc il y avait et puis ce projet de rénover les 6 établissements et un développement qu'on n'a pas fait à ce jour. C'était un gros investissement, c'était près de 100 millions à l'époque. On reviendra au groupe Manotel tout à l'heure. Mais il y a eu quand même une bascule. Vous étiez un peu un globe-trotter avant, à bouger assez régulièrement. Puis là, vous vous êtes vraiment arrêté. Qu'est-ce qui, au-delà du projet professionnel, qu'est-ce qui vous a aussi séduit ici? Oui, alors, à la base, dans ma tête, en tout cas, je venais pour 3 ans. Ouais. Donc, il y a eu un bug informatique quelque part. Mais non, en fait, c'est le projet lui-même. On a fait quelque chose qui était nouveau, en tout cas sur Genève. Il a fallu 4 années pour développer, rénover, repositionner, et puis après, il fallait lancer. C'est pas le tout de dire, et puis après, je m'en vais, et puis ça marche ou ça marche pas. C'est pas mon problème. Moi, je ne peux pas faire ça. Et donc, après, il fallait lancer. Ça s'est très bien passé. Ensuite, le groupe a ouvert son capital en 2007. On est là. Et donc, c'était une nouvelle étape. Et puis ensuite, on a reprocédé à d'autres rénovations, repositionnements. On a été sur des projets de développement qui n'ont pas abouti pour des tas de raisons. Et puis voilà, le temps passe. Et puis tout d'un coup, on se retrouve qu'on est là depuis une quinzaine d'années. Et puis on dit, bon, ben voilà. Ça passe vite. 40 ans de carrière dans l'hôtellerie, il y a des moments où vous avez eu envie de quitter la branche? Probablement pas. Je pense que c'est ce que je fais de mieux. Donc voilà, autant y aller. Puis surtout, j'ai eu de la chance. J'ai eu des expériences pas forcément faciles, mais toutes passionnantes. Et puis là, c'est encore le cas. Donc depuis, vous l'avez dit tout à l'heure, depuis 2017, avec mon associé, M. Nissil, nous exploitons l'hôtel Les Armures, hôtel-restaurant. Donc c'est une nouvelle expérience différente parce que, surtout avec la pandémie au milieu, ça a vraiment changé la donne. Aujourd'hui, on peut en sourire. Pendant, on grimaçait sérieusement. Mais oui, donc j'ai eu la chance de connaître des expériences différentes qui m'ont fait évoluer aussi parce que vous parliez tout à l'heure, c'est vous, monsieur, qui disiez oui, tout jeune, vous pensiez chirurgien, etc., ce qui est juste. Mais après, une fois que j'ai eu mon diplôme à l'école hôtelière de Lausanne, là, mon idéal, c'était reprendre un château en France, le rénover, en faire un relais château, enfin un truc qui aujourd'hui me fait peur, à aucun prix. Donc, pourquoi ? Parce que j'étais focalisé, jeune diplômé, j'étais focalisé sur l'exploitation, puis pour moi, c'était le luxe suprême, et puis redonner vie à une vieille bâtisse, enfin blablabla. Sauf que le temps passant, là on est dans les années 85, j'aboutis à Paris pour prendre la direction opérationnelle d'une partie d'un groupe, c'était une 10-12 hôtels Paris, nord de la France, et qui appartenait à un groupe immobilier. Et c'est là que j'ai vraiment compris la bascule entre simplement l'opérationnel et puis le fait qu'il y avait une approche immobilière
qui est aujourd'hui naturelle, mais à l'époque l'était un peu moins. On était exploitation, focalisée. Et là, j'ai commencé à avoir une construction d'esprit de côté propriétaire, investisseur. Et que j'ai encore développé par la suite, en étant par exemple chez Colonie Capital, où là, c'est encore une autre approche. Voilà. Le monde de l'hôtellerie, de la restauration, de la vente traverse actuellement une crise de l'emploi. Le patron de Fleurio, Charles Milot, nous en parlait il y a quelques semaines. Il évoquait une crise existentielle. Quels sont les changements qui s'imposent pour rendre à nouveau attrayants les métiers de l'hôtellerie maintenant ? Alors aujourd'hui, je ne sais pas si c'est une tendance, mais dès qu'il y a quelque chose qui pose un problème, il faut tout changer. Alors révolution, ça j'en suis convaincu. Révolution, j'y crois pas beaucoup. Parce qu'à la fin, il faut quand même travailler pour vivre et manger. Il ne faut jamais oublier ça. Alors peut-être qu'actuellement, on est dans un système où il y a l'État nourricier qui permet beaucoup de choses. Je doute que ça dure ad vitam aeternam. Alors dans notre profession, il y a des choses qui doivent évoluer parce que indéniablement, la qualité de vie prend une place prépondérante dans le gain au sens large de sa vie. Vous voulez dire que ce n'est pas simplement la rémunération, mais les conditions du travail. Exactement. Et là, il est probable que dans notre profession, on a des éléments qui sont d'une époque peut-être révolue. Typiquement, aujourd'hui, travailler dans ce qu'on appelle en 2 shifts, c'est-à-dire en 2 tranches horaires, 4 heures le matin, 4 heures le soir, pour schématiser, ça, c'est probablement quelque chose qui est en train de disparaître. Parce que, évidemment, c'est 8 heures aussi de travail, mais à la fin, ça vous bouffe 10 heures ou 12 heures de la journée. Donc, quelque part, il y en a que ça intéresse parce que ça leur permet d'avoir une activité entre les deux, quelle qu'elle soit. Elle peut être familiale, elle peut être sportive. Enfin, donc, il y a aussi des personnes qui sont intéressées, mais de manière minoritaire. Donc là, typiquement, ça doit évoluer. Au niveau Ça veut dire qu'au sein du groupe Manotel ou les armures, on va vers des horaires plus continus pour les employés, c'est ça ? Oui, clairement. Mais comment ça se passe ? Parce que les clients, eux, ne sont pas forcément tout le temps là ? C'est-à-dire que vous faites chevaucher vos horaires à un moment donné, ce qui fait qu'à un moment donné, vous pouvez être aussi en surcapacité de personnel. Mais si c'est en cuisine, typiquement, où là, il y a quand même il y avait beaucoup d'horaires coupés, ma foi, vous faites de la mise en place. Alors, au lieu de en faire plus le matin, vous la répartissez entre le matin et l'après-midi. Enfin, il y a moyen de faire évoluer. Mais indéniablement, ça coûte un peu plus cher. Donc aussi, à un moment donné, il faudra le répercuter sur les prix. Il ne faut pas se faire d'illusions. Vous parliez d'horaires en 2 parties, d'activités sportives, vous l'avez évoqué brièvement. Alors, le sport, vous êtes très investi dans le sport à Genève, notamment l'escrime, puisque vous présidez. Voilà, vous êtes bien renseigné encore. Quand et comment avez-vous découvert ce sport ? Alors c'est très simple, j'ai eu la chance d'avoir un père qui, quand on avait 7-8 ans, voulait absolument qu'on fasse du sport. On avait le choix, mais il fallait faire du sport. Ce qui aussi, pour l'époque, était assez avant-gardiste. Et vous voyez, à 7 ans, faire du sport pour lequel, si vous n'avez pas été préparé, il s'avère que lui-même en avait fait avec de la boxe. Donc, et ma mère ne voulait pas que je fasse de la boxe. Donc, voilà, la décision paternelle l'a emporté. Et puis, j'ai commencé à faire de l'escrime. Et l'escrime est un sport assez particulier. J'en ai fait d'autres, de sport. Mais c'est un sport particulier en ce sens que vous aimez ou vous détestez d'emblée. Mais le problème, c'est que si vous aimez, c'est viral et ça dure. Mais ça a aussi une qualité extrêmement intéressante, et je le dis d'autant plus vu mon âge, c'est qu'on peut pratiquer très longtemps, mais aussi en termes de compétition, j'entends, avec... Il n'y a pas de frontière à la limite. Vous pouvez, à 60 ans, vous pouvez tirer avec les seniors. Bon, vous prenez probablement une tôle, souvent, mais enfin, c'est possible. Et puis, il y a des compétitions qui sont ce qu'on appelle des tournois qui ne rentrent pas dans des championnats. Et puis là, tout est mélangé, même éventuellement homme-femme. Donc, où c'est mixte, etc. Donc,
vous pouvez pratiquer vraiment de manière très large et très longtemps. Je fais toujours de la compétition, voilà. Paul Muller, nous avons dressé une première liste de vos casquettes. On va se concentrer sur l'hôtellerie pour parler du climat actuel des affaires. Sur la vigne tout à l'heure peut-être, et du marché aussi, je ne vois de l'hôtellerie. Donc je rappelle que vous présidez le groupe Manotel, 6 hôtels. Je l'ai présidé pendant 10 ans, maintenant je le dirige. Du groupe Manotel tout de même, on peut le dire de cette manière. Vous êtes peut-être moins dans l'opérationnel, mais enfin ils sont toujours sous votre contrôle, votre œil en tout cas avisé. 6 hôtels à Genève, des 3 et 4 étoiles. On a évoqué les Armures, c'est un 5 étoiles. Ce climat des affaires, alors qu'on enregistre cette émission, l'Organisation mondiale du commerce se prépare à organiser sa conférence ministérielle qui avait été annulée en novembre de l'an dernier. Je vous en rappelez sûrement, annulée à la dernière minute en raison de la pandémie. C'est la première conférence ministérielle depuis plusieurs années. Est-ce que c'est le signal d'un vrai redémarrage de l'activité de la Genève internationale ? Oui, tout à fait. Depuis maintenant 6 à 8 semaines, il y a une activité qui reprend très clairement dans la Genève internationale, et c'est juste vital pour Genève. À l'époque, quand j'étais président des hôteliers, je l'ai rabâché, certains me l'ont reproché, mais c'est pas grave. Mais sans la Genève internationale, Genève est un village. Parce qu'évidemment, que s'il n'y a pas la Genève internationale, bon nombre de multinationales ne seront pas à Genève non plus. Il n'y a pas que l'intérêt fiscal, il y en a d'autres. Il y a des intérêts purement économiques, d'échange d'informations. Et de ce point de vue, la Genève internationale est juste vitale. Pour notre profession aussi. En ce sens que si elle devait s'arrêter demain, il y aurait une surcapacité hôtelière flagrante à Genève. Et donc, vous imaginez les conséquences. Donc c'est une bonne nouvelle. Il y a eu d'autres bonnes nouvelles ce début d'année. Les 2 salons des horlogers ont eu lieu ce printemps. C'est une belle victoire de Genève sur Bâle. L'aviation d'affaires avec le salon eBay a aussi eu lieu. Est-ce que, au-delà de la Genève internationale, vous confirmez qu'il y a une belle reprise en ce moment ? Oui. Alors, le salon Watches and Wonders, donc de l'horlogerie de luxe, pour schématiser, était juste une merveille à tout point de vue. Le salon par lui-même, les échos que nous avons eus avec les organisateurs et les exposants étaient très contents, ce qui est la finalité, parce que sinon l'événement... Ça, c'est ça le but. Je ne suis pas dans le secret des dieux, en tout cas plus, mais oui, c'était une belle réussite, c'est une image remarquable pour Genève, parce que c'est ça, il ne faut pas le perdre de vue non plus, ça a des répercussions autres que purement l'argent qui en découle immédiatement. C'est vraiment des retombées médiatiques colossales, universelles. Donc magnifique. eBay, c'est très bien. Avant ça, il y avait eu un salon qui s'appelle VitaFood, qui est sur les compléments alimentaires, qui est très gros, qui est plus ou moins né à Genève, et puis en tout cas qui a grandi à Genève. Et ce qui est très intéressant et très rassurant, c'est que ces événements ont connu un magnifique succès en termes de fréquentation. Qu'ils soient, c'est des salons professionnels, donc, que ce soit de notre côté, évidemment, mais surtout du côté de l'organisateur ou des organisateurs, il y a vraiment eu un succès qui peut-être même dépassait les attentes. Et ça démontre l'utilité de ces événements. Oui, les foires, elles datent du Moyen-Âge, c'est pas d'hier. Et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, où quand quelque chose est un peu en difficulté, il faut tout changer. Non, il faut s'interroger, il faut se poser les bonnes questions, ne pas hésiter effectivement à faire changer, évoluer, tout jeter et puis recommencer. Non, ça, je n'y crois pas beaucoup. Paul Muller, un petit mot d'un monument à Genève, c'est le salon de l'auto, annulé en 2020, 2021, 2022. S'il ne revenait pas l'an prochain, 2023, quelles seraient les conséquences pour le secteur de l'hôtellerie à Genève ? Les conséquences, elles sont déjà là, puisqu'il n'y en a pas eu pendant 3 éditions successives. Maintenant, un salon qui n'aurait pas d'existence une 4e année consécutive, je pense que ça serait très difficile et extrêmement périlleux et mettrait probablement en doute une édition future, ce qui serait vraiment dommage. C'est un événement qui a été pilier de l'activité des salons à Genève pendant des décennies. Et ensuite, c'était la plus grande manifestation de toute la Suisse pendant très longtemps. Puis il y a très peu de salons
On va les qualifier de Five Diamonds, des salons qui sont donc désignés par l'Association internationale des constructeurs automobiles. Et il y en a très peu. Il y avait Francfort, mais bon, qui a disparu au profit de Munich. Detroit, je crois, au Japon. Paris, tous les 2 ans. Francfort, c'était aussi tous les 2 ans. Mais Genève, tous les ans. Donc, il y a très peu d'événements dans le monde qui sont comparables à ce qu'était le salon de l'automobile à Genève avant pandémie. Les hôteliers se préparent à en faire le deuil définitif. Non, je crois pas. Il faut au contraire être prêt à ce qui est quelque chose justement en 23 et puis être prêt à soutenir. On peut voir ça de 2 manières différentes. La première, c'est dans un pur intérêt économique, puis le deuxième, il faut pas avoir une mémoire courte. Quelque chose qui vous fait vivre pendant des décennies, enfin, et très bien vivre, il faut le soutenir. Après, ma foi, il arrive ce qu'il arrive. De quelle manière ? En faisant des conditions plus préférentielles. Ça nous amène à l'autre sujet qui est l'offre hôtelière à Genève. Alors vous la connaissez bien, hein, puisque vous avez présidé, vous l'avez dit, la Société hôtelière de Genève. Je vais vous lire une citation, forcément dans la GFI, de Thierry Lavallet, le directeur. Ça va, c'est pas de moi. Clairement. Non, voilà. La cour est pleine, point d'exclamation. Nous avons trop d'hôtels à Genève avec l'arrivée de nouveaux établissements. Récemment, il y a eu le Woodward, le Ruby Claire, il y aura aussi l'hôtel Mercure. Donc avec l'arrivée de nouveaux établissements, on dépassera les 11 000 chambres, ce qui représente la plus grande densité au monde par rapport à la population. En clair, l'offre augmente plus vite que la demande, ce qui n'aidera pas à dépasser le taux d'occupation moyen de 65% des années fastes 2018 et 2019. Que lui répondez-vous ? Vous êtes d'accord ? Il y a trop d'hôtels à Genève ? C'est un ami, donc de toute façon, je vais aller dans son sens. Non, mais en fait, il y a 2 approches là. Il y en a une qui est effectivement la capacité hôtelière de Genève n'a fait défaut que sur des événements extrêmement grands, typiquement le salon de l'auto. Alors, d'une part. D'autre part, quand même, il y avait un manque, il faut le dire, à Genève dans l'hôtellerie dite économique. Ça veut dire 2-3 étoiles. Là, on parle de 14 5 étoiles, 30 hôtels 4 étoiles. Donc, dans le haut de gamme, on est très, très bien. Absolument. Mais aussi parce qu'il y avait une demande avant pandémie. Mais donc, pour revenir, parce qu'on parle de l'accroissement du parc hôtelier, et donc, dans ces catégories, je pense que ça a été plutôt une bonne chose que certains établissements apparaissent. Maintenant, la deuxième approche, c'est que ça tombe pas très bien. C'est le moins qu'on puisse dire. Ces hôtels, pour eux non plus, pour les investisseurs, c'est la loi du genre. Vous prévoyez d'investir. Généralement, vous prévoyez un bon moment qui convient pour le développement, etc. Bon, arrive la pandémie que personne n'a prévu. Donc là, 2 ans quasiment à l'arrêt. C'est sûr qu'en plus, ces établissements qui arrivent ensuite, ça tombe pas très bien. Donc oui, effectivement, actuellement, on peut dire qu'on est en surcapacité et c'est un petit peu dommage parce qu'il ne faut jamais perdre de vue. Dans les discussions, on a toujours tendance à parler de fréquentation des établissements hôteliers et donc, dans notre jargon, on parle de taux d'occupation et puis on néglige le prix moyen. C'est fort bien de remplir à 70-75%, mais si c'est à un prix qui fait qu'à la fin, vous n'avez pas suffisamment de résultats qui vous permettent de réinvestir, parce qu'une partie de la finalité, c'est ça. Si vous n'arrivez pas à réinvestir, vous vous retrouvez dans la situation du parc hôtelier de la fin des années 90, où vous avez un parc qui est obsolète, et puis s'il ne correspond plus aux attentes internationales, là, vous vous trouvez en difficulté. Une catégorie d'hôtels plus rentable qu'une autre, 3, 4, 5 étoiles. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Là, il y a un rapport entre l'investissement initial. Donc là, c'est au cas par cas. Tout dépend du prix d'acquisition ou de création. C'est pas une règle générale. Et comment on se démarque dans le segment des hôtels 3, 4 étoiles ? Alors jusqu'à aujourd'hui, c'était clairement par les services. La dimension, la prestation dans la chambre, sa dimension, etc. Aujourd'hui, les cartes sont rebattues. Certains acteurs arrivent avec des
des propagandes, le luxe abordable. Le luxe n'a jamais été abordable, sinon c'est pas du luxe. Donc chacun croit ce qu'il veut, mais pour moi, 15 mètres carrés, c'est pas du luxe, ça s'appelle un placard. Donc je n'irai pas dans ce sens. Mais par contre, il y a clairement une évolution avec une génération qui probablement à ce jour demande moins de prestations. C'est aussi des choses qui évoluent, il y a des cycles. Et tout le monde, à un moment donné, si vous prenez l'histoire de l'homme, ce n'est que ça. Tout le monde, à un moment donné, aime bien se faire servir parce que c'est quand même confortable, plutôt que de le faire soi-même. Le temps passe vite. Encore 2 questions sur cette thématique. La première, être propriétaire des murs. Je ne sais pas très bien comment c'est pour vous chez Manotel et aux Armures, mais est-ce que être propriétaire des murs, c'est un élément vraiment déterminant de la rentabilité d'établissement? Dans la création, oui, oui, parce que si vous êtes, en général, si vous êtes locataire, vous avez un loyer qui va être en fonction de l'investissement aussi. Et si vous êtes propriétaire, vous avez un objet qui doit quand même aussi rapporter, sinon il faut en faire autre chose. Donc, non, ça vous permet, si vous êtes chez vous, ça vous permet de passer une crise un peu plus facilement comme celle qu'on vient de connaître. Mais vous devez faire face souvent aussi à des loyers financiers. Donc, la problématique, à un moment donné, elle est comparable. Une dernière question sur les modèles d'affaires. Manotel, c'est à Genève, mais il me semble qu'il y a eu des projets d'étendre en dehors de Genève. Oui. Est-ce que ça arrivera un jour? Il me semble que ça n'a pas encore été concrétisé. Oui, on a été à bout touchant. En réalité, ça ne s'est pas fait parce qu'aussi on a des décisions, enfin les choix étaient limités. C'était les 2-3 grandes villes suisses pour des raisons de cohérence avec ce que nous faisons à Genève. Zurich, Bâle. Voilà, typiquement. Et donc on a été à bout touchant sur plusieurs objets qui n'ont pas abouti, entre autres parce que typiquement en 2009-10, il y a eu la crise financière, si on se souvient, qui a fait que le vendeur ne voulait plus vendre. Voilà un exemple. Des fois, on s'est fait doubler. Ça pourrait encore se produire? Vous cherchez encore activement des objets? Écoutez, une opportunité, pourquoi pas, mais actuellement, le marché est sec. Il y a très peu de choses sur le marché. Pour terminer cette émission, Paul Muller, et si vous recommenciez à zéro? Chirurgien. Écoutez, puisque vous savez tout, vous savez aussi que je suis administrateur dans une clinique privée, donc oui, c'est un autre milieu fascinant. Mais j'avoue que quelque part, ce qui aujourd'hui m'interroge beaucoup, et je ne sais pas si j'aurai le courage, parce que c'est un métier difficile, mais je suis assez séduit par le milieu agricole, donc par le biais de la cave de Genève que je préside. Et donc 65 familles de vignerons, mais qui ne font pas que de la vigne. La plupart font également autre chose, céréales, élevage. Et j'avoue qu'on revient à des vraies valeurs quelque part. Et oui, ça ne me laisse pas insensible. En quelques mots, et si vous aviez le pouvoir de changer une chose à Genève, qu'est-ce que ce serait? Ce besoin de faire toujours une particularité et puis de vouloir être le premier de la classe. Je trouve ça tellement dommage, ça bloque tellement de projets dans tous les domaines. C'est un petit peu dommage, la fameuse Game for Eye. Je pensais que vous allez dire qu'il nous faudrait un vrai musée de classe internationale, mais non, c'est pas ça. Oh oui, mais ça c'est raté. Oui, bien sûr, ça c'est un vrai drame. Et à l'inverse, si une chose... C'est une Game for Eye. Je ne connais pas beaucoup de villes dans le monde qui peuvent cracher sur 70 millions de mécénats. Je ne connais pas ça. Mais peut-être que je ne suis pas assez instruit. Et à l'inverse, une chose qu'il ne faudrait surtout pas changer à Genève. Je crois que la qualité de vie est absolument incroyable. Là aussi, c'est aussi un peu Genève où on a tendance toujours à s'auto-flageller. Mais la réalité, c'est qu'il y a une qualité de vie pour avoir vécu maintenant sous différents horizons, y compris les Bahamas, où on a l'image, la carte postale magnifique avec la mer, et c'est vrai, c'est magnifique.
la qualité de vie à Genève, elle est unique. Merci beaucoup, Paul Muller, d'avoir été Merci à vous. sur le plateau Merci. de B2B aujourd'hui. Merci, Frédéric Lelièvre. Merci Vincent Magny. On se retrouve la semaine prochaine pour partir à la rencontre de nouvelles entrepreneuses, nouveaux entrepreneurs en Suisse romande. Portez-vous bien et à bientôt. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. C'était B2B avec Groupe Mutuel, l'assureur des entreprises et des indépendants.